Diffusés tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Nathalie Salle avec l'ami Claude Courteau à la technique et préparés par Avril Ventura, Camille Lugan, Solène Saller, Geneviève Méric, Mathilde Unger, Adèle Van Rett. Adèle, que vous retrouverez tout à l'heure comme tous les jours à 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain François Méronis pour une brève attaque du vif parue chez Gallimard. Suite et fin déjà d'une semaine sur Michel Foucault dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après avoir parlé de sexualité, d'histoire de la sexualité, des mots et les choses, de l'engagement politique et du rapport complexe que la contre-pensée de Foucault entretient avec la philosophie des Lumières, c'est de folie que nous allons parler de nouveau aux nouveaux chemins. Pourquoi la folie, se demandent peut-être nos auditeurs les plus assidus, puisqu'on lui a déjà consacré une semaine entière. Eh bien parce qu'on ne parle pas assez de la folie et que, surtout, dans la semaine qu'on lui avait consacrée et dans l'émission qu'on avait enregistrée sur Foucault et la folie, il avait été question principalement du versant négatif de la folie, de sa face obscure ou critique, de l'usage subversif que Foucault propose de la folie pour dynamiter les institutions de la rationalité. Il nous a donc semblé qu'un tel sujet méritait aussi qu'on l'abordât par son versant lumineux, c'est-à-dire non plus la critique de la raison, mais l'éloge de la folie en elle-même, c'est-à-dire en l'occurrence du génie littéraire. Et c'est Guillaume Leblanc, un autre habitué des chemins que nous accueillons aujourd'hui de nouveau pour parler de folie au sens noble du terme. Guillaume Leblanc qui est l'auteur de La pensée Foucault, un livre paru aux éditions Ellipse, et qui a écrit un texte sur l'histoire de la folie de Foucault, le sujet de la folie ou la naissance de l'homme moderne, dans la revue Lumière, le numéro 8 de la revue Lumière, Foucault et les Lumières, paru en 2006. Mon corps, topie impitoyable. Et si par bonheur je vivais avec lui, dans une sorte de familiarité usée, comme avec une ombre, comme avec ces choses de tous les jours, que finalement je ne vois plus et que la vie a passé à la grisaille, comme avec ces cheminées, ces toits qui moutonnent chaque soir devant ma fenêtre. Mais tous les matins, même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir, visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Bonjour Guillaume Leblanc. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue de nouveau Merci. Sur les nouveaux chemins de la connaissance. Vous êtes toujours le bienvenu. Michel Foucault a dit, dans son Histoire de la folie, entre autres, que la folie, c'est le déjà là de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça ne veut pas dire ? Oui, c'est une formule assez énigmatique parce qu'il y en a beaucoup dans l'Histoire de la folie. Hein. C'est un texte lui-même très, très littéraire, hein, ce qui lui donne un étrange statut aux yeux des philosophes professionnels, entre guillemets. Des penseurs sachant penser, oui. Voilà, exactement. Mais je crois que ce que Foucault suggère, c'est que la folie va prendre son ampleur, en quelque sorte, anthropologique, dans les ornières un petit peu de la mort. Au fond, l'histoire européenne, occidentale, commence avec une dramatique de la mort et la folie prend le relais. Hein. C'est les premières pages de l'Histoire de la folie soulignent combien la folie est le rappel du néant, le rappel de l'ombre, la fragmentation de ce néant, de l'ombre. Et cette fragmentation de ce néant, c'est au fond déjà l'ombre de la mort elle-même qui poursuit son chemin. Et en un sens, l'histoire de la folie, de ce point de vue, c'est une espèce aussi d'histoire de notre rapport à la mort. Alors voilà, justement, c'est une histoire de notre rapport à la mort et c'est la raison pour laquelle on pourrait peut-être considérer qu'il y a deux livres en un, puisqu'il y a un livre essentiellement critique, on en a beaucoup parlé, hein, polémique, critique, qui s'en prend à la réduction par la raison de la folie à la déraison, c'est-à-dire à un autre qu'elle inclut dans ses propres catégories, qu'elle peut comprendre et qu'elle maîtrise au fond. En revanche, il y a comme une histoire de la folie souterraine peut-être, avec quelques figures cardinales
originale. Nietzsche, Van Gogh, Artaud, Nerval, Raymond Roussel, Hölderlin d'un côté, Bosch, Racine, Diderot, Sade de l'autre. On va voir ce qui distingue ces deux côtés. Et ces figures, Nietzsche, Van Gogh, Artaud, Nerval, Roussel, sont des figures auxquelles Rousseau reconnaît peut-être le mérite premier d'assumer la hantise de la mort. Oui, oui, oui. Il y a cette relation entre folie et mort qui est posée au cœur de ces grandes figures que sont Hölderlin, effectivement, Artaud, Roussel, Nietzsche, Goya, en un certain sens. Je crois que là, il y a un point très important, c'est qu'effectivement, la folie, c'est toujours ce qui induit ou introduit, disons, la possibilité de quelque chose comme un néant devenu impérieux. Et au fond, ces auteurs-là, à leur corps défendant même, vont faire l'expérience de cette bordure de la dissolution, de cette bordure du néant, qui les emmène peu à peu vers la folie et aussi vers la mort. Donc ce sont des auteurs que Foucault situe effectivement dans une galaxie comme ça d'auteurs qui viennent border son propre projet et qui, je crois, donne son fond qui n'est justement pas archéologique, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, à cette archéologie de la raison qu'est l'histoire de la folie. Précisons un tout petit peu les choses, parce que archéologie, ici, ne désigne pas la discipline qui nous a valu d'exhumer les restes de Toutankhamon. Non, l'archéologie au sens foucaldien du terme, voilà, allez-y Guillaume Leblanc. L'archéologie au sens foucaldien du terme, c'est l'histoire des sous-sols, à partir desquels, justement, il est possible de rendre compte d'un certain nombre d'événements qui scintillent à la surface. Et donc, il est clair que, par exemple, ce qui intéresse Foucault, par exemple, dans Les mots et les choses, c'est de faire une histoire du sous-sol qui a rendu possible l'émergence des sciences humaines. Le sous-titre des mots et les choses, c'est une archéologie des sciences humaines. Oui. Comme le sous-titre de naissance de la clinique a été archéologie du regard médical, au fond. Il y a aussi une archéologie du savoir. Il y a une archéologie du savoir, donc on pourrait dire que Foucault cherche les conditions de possibilité du regard médical, des sciences humaines, du regard que nous avons sur la folie. Et en ce sens-là, l'histoire de la folie est déjà une archéologie. Une archéologie, c'est-à-dire une histoire des conditions, à la fois pratiques et théoriques, qui ont rendu possible progressivement notre maîtrise de la folie par la raison. Alors justement, comme Foucault est le disciple de Nietzsche, il est profondément nietzschéen, et que c'est de Nietzsche qui est le père de ce qu'il appelait lui la généalogie, oui. Mais il faut peut-être ici entendre, avec des nuances naturellement, mais peut-être deux synonymes, en tout cas deux termes cousins, la généalogie nietzschéenne et l'archéologie foucaldienne. Nietzsche fait partie de ces fous de prédilection de Michel Foucault. Est-ce qu'il ne faut pas, pour choisir en philosophe, de s'intéresser aux conditions d'émergence d'un discours, plus qu'à ce que ce discours dit en lui-même, de façon absolue au fond, pour s'intéresser, pour historiciser un discours, pour s'intéresser à ses conditions d'émergence et le faire sous l'égide d'un fou comme Nietzsche, est-ce qu'il ne faut pas justement être soi-même déjà en un sens traversé par une certaine folie? Je crois que tous les travaux de Foucault trouvent leur origine dans une expérience, expérience de la folie, expérience de la sexualité. Et je crois que l'enjeu de Foucault, ça a été justement le suivant. Comment penser cette expérience? Et en particulier, du même coup, comment penser ce que l'on appelle la folie, la sexualité, comme expérience évidente, allant de soi. Et je crois que le grand génie de Foucault, ça a été au fond de montrer que cette espèce qu'il n'y avait pas au fond de leçon de choses en philosophie. C'est-à-dire que l'idée que la sexualité, ça existe, l'idée que la folie, ça existe, et qu'il faille revenir vers ces choses mêmes, un peu comme une espèce de phénoménologie au fond de la sexualité ou de la folie pourrait l'induire. Revenons-en à la sexualité, décrivons-la, décrivons la folie, etc. Cette idée, je crois que Foucault a essayé de la mettre à distance en cherchant au contraire à analyser ce par quoi les choses, entre guillemets, sont en réalité produites toujours dans des discours sur la sexualité, discours sur la folie. Et c'est ce discours-là dont il faut faire l'archéologie, c'est-à-dire l'histoire, mais non pas pour le plaisir de montrer qu'il y a une épaisseur de discours sous les choses, mais plutôt pour montrer que nous sommes toujours déjà pris
dans des significations complètement multiples, dans ce qu'on appelle les éléments de notre propre expérience humaine. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même chez Foucault une ambition de vérité, Guillaume Leblanc? Alors- Après tout, Michel Foucault, pour préciser cette question, Michel Foucault se propose de penser la folie avant, hein, c'est l'expression Tout à est fait. la sienne, avant sa capture par le Exactement. savoir, hein, avant sa capture par la raison, plus Mhm. exactement. Donc, penser la folie en amont de sa capture par la raison, de là l'intérêt qu'il porte aux figures de la folie sous la Renaissance, la Nef des fous, Exactement. etc. De la même façon, quand il parle d'ailleurs de sexualité, Mhm. on a le sentiment que quand il dresse son histoire de la sexualité, il essaie de penser la sexualité, ou le sexe pour le coup, avant sa capture par la vérité et par la discipline de l'aveu. On en a parlé lundi dernier avec Mathieu Pote-Bonneville. Est-ce que dans cette ambition foucaldienne de saisir la folie avant la raison, ou avant sa capture par la raison, comme le sexe, avant sa capture par la logique de la vérité, est-ce qu'il n'y a pas une ambition de vérité, de dire au fond le fin mot, ou le mot véritable de la folie comme de la sexualité? Ben, je crois que là, il y a une évolution dans la pensée de Foucault, parce qu'effectivement, en 1961, quand le livre Folie et des raisons est publié, avec cette fameuse préface de 61, il y a quelque chose comme une ambition philosophique de dire presque l'être de la folie. Hein. La folie, c'est l'absence d'œuvre. Une phrase très, très, très forte, hein, et très, très souveraine en même temps. Et il faut revenir à l'expérience non encore partagée du partage lui-même, entre raison et déraison. Et puis en 72, quand le livre devient Histoire de la folie à l'âge classique, on remarque que le terme d'histoire a pris le devant en quelque sorte, et que le dialogue philosophique entre folie et déraison est un peu passé au second plan, comme si désormais le projet de Foucault était véritablement de construire une histoire de la folie, dans le dernier livre Histoire de la sexualité. Et là, je crois qu'il s'agit pour Foucault du coup d'effacer en quelque sorte sa tâche première philosophique, qui était de dire la vérité de la folie ou la vérité de la sexualité. Mais la grandeur de l'histoire de la folie à l'âge classique, c'est qu'effectivement, de ce point de vue, c'est un livre à deux foyers, à deux niveaux. Il y a cette histoire de la folie, mais il y a aussi quelque chose comme une tentative de revenir à un en deçà, qui serait la possibilité de dire quelque chose de la folie véritablement. D'où le rapport à la littérature, à l'expérience littéraire, parce qu'il cherche dans la littérature comme une espèce de d'énoncé, au fond, de l'expérience originaire de la folie. L'histoire de la folie est un texte merveilleux, il faut le dire à nos auditeurs. C'est un texte merveilleux dans lequel on trouve notamment quelques perles, dont celle-ci, écoutez. La folie est absolue rupture de l'œuvre. Elle forme le moment constitutif d'une abolition, qui fonde dans le temps la vérité de l'œuvre. Elle en dessine le bord extérieur, la ligne d'effondrement, le profil contre le vide. L'œuvre d'Artaud éprouve dans la folie sa propre absence. Mais cette épreuve, le courage recommencé de cette épreuve, tous ces mots jetés contre une absence fondamentale de langage, tout cet espace de souffrance physique et de terreur qui entoure le vide, ou plutôt coïncide avec lui, voilà l'œuvre elle-même. L'escarpement sur le gouffre de l'absence d'œuvre. La folie n'est plus l'espace d'indécision où risque de transparaître la vérité originaire de l'œuvre, mais la décision à partir de laquelle, irrévocablement, elle cesse et surplombe pour toujours l'histoire. Peu importe le jour exact de l'automne 1888, où Nietzsche est devenu définitivement fou, et à partir duquel ses textes relèvent non plus de la philosophie, mais de la psychiatrie. Tous, y compris la carte postale à Strindberg, appartiennent à Nietzsche. Et tous relèvent de la grande parenté de l'origine de la tragédie. Mais cette continuité, il ne faut pas la penser au niveau d'un système, d'une thématique, ni même d'une existence. La folie de Nietzsche, c'est-à-dire l'effondrement de sa pensée, est ce par quoi cette pensée s'ouvre sur le monde moderne. Ce qui la rendait impossible nous la rend présente. Ce qui l'arrachait à Nietzsche nous l'offre. Cela ne veut pas dire que la folie soit le seul langage commun à l'œuvre et au monde moderne. Danger du pathétique des malédictions, danger inverse et symétrique des psychanalyses. Mais cela veut dire que, par la folie, une œuvre qui a l'air de s'engloutir dans le monde, d'y révéler son non-sens et de s'y transfigurer sous les seuls traits du pathologique, au fond, engage en elle le temps du monde, le maîtrise et le conduit. Par la folie qui l'interrompt, une œuvre ouvre un vide, un temps de silence, une question sans réponse. Elle provoque un déchirement sans réconciliation
où le monde est bien contraint de s'interroger. Guillaume Leblanc est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce vendredi à l'issue d'une semaine sur Michel Foucault, et c'est de l'histoire de la folie que nous parlons aujourd'hui. Guillaume Leblanc, Foucault parle de l'escarpement sur le gouffre, de l'absence d'œuvre. Il parle également de Nietzsche. On va juste revenir un instant sur un point biographique de Nietzsche, le Nietzsche à Turin, le Nietzsche des 6 derniers mois, pond en 6 mois, si j'ose dire, 4 chefs-d'œuvre. Et il les écrit dans un état de semi-folie. Les voisins témoignent du fait que Nietzsche se mettait à jouer du piano avec les coudes, tout en lisant les lois de Manou à haute voix, et que c'est dans cet état incertain, instable, avant de verser dans l'aphasie et dans le silence de l'œuvre, justement, que Nietzsche écrit parmi ses plus beaux livres. Le Crépuscule des idoles a été écrit dans ce contexte-là, par exemple. Est-ce que ceci ne nous permet pas de caractériser, en un sens, la folie foucaldienne comme une période de la vie, non pas de l'histoire, mais de la vie d'un homme, où il serait assez fou pour entrevoir ce que la raison dissimule, et encore, j'allais dire, assez rationnel pour restituer ce qu'il a entrevu? Oui, je pense que le problème que Foucault entrevoit ici, dans l'extrait qui vient d'être lu, ce sont les toutes dernières pages de l'histoire de la folie, c'est cette relation entre folie et œuvre. La préface de 61 s'ouvrait par là, avec un énoncé, avec d'ailleurs 2 énoncés de Pascal et de Dostoïevski qui se renvoyaient en jeu de miroir. L'énoncé de Pascal affirmant déjà que c'était être fou que d'un autre tour de folie que de se croire non fou. Je crois qu'il y a une espèce de grand dispositif philosophique dans l'histoire de la folie qui est cette relation entre folie et absence d'œuvre. D'un côté, effectivement, et c'est particulièrement le cas avec Nietzsche, on a des œuvres qui se situent au bord de leur effacement, au bord de la non-œuvre. Et en même temps, ces œuvres-là, elles font l'expérience de la folie et elles sont traversées par quelque chose justement comme la tentation de l'absence d'œuvre. Et ce sont des œuvres qui, pour Foucault, ont une force et quelque chose d'impérieux qui est absolument décisif. Il s'agit au fond de penser la folie à partir de ces œuvres limites, puisque ce sont des œuvres dans lesquelles la possibilité de l'absence d'œuvre est toujours en permanence donnée. Et de ce point de vue, je crois que Foucault, effectivement, essaie de penser d'après Nietzsche, c'est-à-dire d'après cette espèce de court-circuit que la folie, dans le travail de Nietzsche, a opéré à propos justement de l'ensemble d'un moment où on ne sait plus si vraiment on peut qualifier Nietzsche de fou ou de non fou. Alors on peut penser aussi à Roussel, qui on va en parler, ouais. Qui vient voir Janet, et Janet qui dit mais vous n'êtes qu'un pauvre petit malade. Voilà, qu'un petit malade, ce petit malade qui écrit quelque chose qui en même temps est totalement déstabilisant par rapport à l'énoncé psychiatrique de Janet. Je crois que là, il y a quelque chose de très fort pour Foucault, qui est la chose suivante. La littérature au sens large, c'est au fond... ça doit être quelque chose comme une antipsychologie. Je crois que le texte, l'histoire de la folie, se termine sur la psychologie, sur les conditions de possibilité de la psychologie. Et Foucault montre très bien comment l'homme vrai ne peut être vrai qu'à la condition qu'il se fonde sur un homme fou, qu'à la fois il exprime et qu'il dénie. Et je crois que là, Foucault trouve, avec la littérature, une machine à déconstruire la psychologie et la trame même du texte, je dirais, est traversée par cette expérience de la déconstruction de la psychologie. Là où il y a œuvre, il n'y a pas folie, dit Foucault, et pourtant la folie est contemporaine de l'œuvre, puisqu'elle inaugure le temps de sa vérité. Guillaume Leblanc, cette phrase... Est-ce qu'on ne peut pas la comprendre de 2 manières? Là où il y a œuvre, il n'y a pas folie. À la fois peut-être comme une critique de l'illusion rétrospective, c'est-à-dire que l'œuvre serait à la folie ce qu'un tapis de feuilles mortes est à la profondeur de l'étang qu'elle recouvre et qui les tient en suspension, déposée par la mort justement sur l'eau. Donc, métaphore bergsonienne, au fond, l'œuvre serait à la folie ce que les feuilles mortes sont à l'eau sombre, vivante, qui en un sens donne presque le sentiment de leur donner le jour. Mais est-ce qu'on ne peut pas également trouver là-dedans la formule secrète
la pensée d'un art qui s'épuiserait dans son geste créateur et que ses effets intéresserait moins que son effectuation elle-même, c'est-à-dire finalement d'un art de la performance qui culminerait dans l'absence d'œuvre, où au fond l'œuvre compte moins que l'audace dont elle témoigne et qu'il aurait suscité. Ah ça, je crois que c'est très vrai. Je crois qu'il y a une nouvelle peut-être expérience hein, de l'œuvre qui est faite par Foucault, au fond, qui est la suivante. L'œuvre contemporaine, le régime de l'œuvre contemporaine, c'est de pouvoir, au fond, abolir la possibilité même de vouloir faire œuvre. Et comme si, au fond, il y avait dans le désœuvrement quelque chose comme une expérience C'est un de mot qu'il l'œuvre. faut entendre dans tous les sens là. Hein, Et un mot qu'il faut entendre exactement dans tous les sens. Le désœuvrement du désœuvré, du marginal, du neveu de Rameau, hein, si on revient à lui, et aussi le désœuvrement en quelque sorte du hors-d'œuvre, pour jouer encore sur le terme d'œuvre, c'est-à-dire d'une œuvre qui n'est plus limitée par l'impératif de faire œuvre. Et je crois que Nietzsche, Artaud, par exemple, mais aussi Hölderlin, ils éprouvent dans leur propre travail, dans leur propre pratique, quelque chose comme un impératif du désœuvrement. Alors vous avez parlé du neveu de Rameau, on en a parlé hier avec Fabienne Brugère, du neveu de Rameau, puisque c'est une œuvre dont on peut se servir pour commenter Foucault, à la fois pour commenter son rapport à la philosophie des Lumières et en même temps son rapport à la folie, ce que fait Michel Foucault. Alors on va entendre un texte ici dans lequel il parle du neveu de Rameau, puis la voix de Michel Foucault lui-même sur le rapport de la folie à l'œuvre, puis la voix d'une chanteuse que certains d'entre vous reconnaîtront et qui, objectivement, et c'est lui faire un compliment, est folle. Écoutez. L'aventure du neveu de Rameau raconte la nécessaire instabilité et le retournement ironique de toute forme de jugement qui dénonce la déraison comme lui étant extérieure et inessentielle. La déraison remonte peu à peu vers ce qui la condamne, lui imposant une sorte de servitude rétrograde. La raison ne peut pas dresser constat de folie sans se compromettre elle-même dans les relations de l'avoir. La déraison n'est pas hors de la raison, mais justement en elle, investie, possédée par elle et chosifiée. C'est, pour la raison, ce qu'il y a de plus intérieur et aussi de plus transparent, de plus offert. Tandis que la sagesse et la vérité sont toujours indéfiniment reculées pour la raison, la folie n'est jamais que ce que la raison peut posséder d'elle-même. Et puis, il y a eu les fous. Les fous étaient, jusqu'à la fin du XVIe siècle, traités de deux façons. Ou bien, enfin disons de trois façons. Ou bien ils étaient traités dans les hôpitaux et soignés comme tels avec les médicaments et les thérapeutiques de l'époque, c'est-à-dire saignés, etc. Ou bien ils étaient enfermés. Ils étaient enfermés en général dans des sortes de citadelles, dans des tours, les forteresses qui entouraient les villes. Et ils étaient là, on les montrait, c'était des sortes à la fois d'emblèmes de terreur et de répulsion. Et puis, troisième possibilité, bien sûr, ils circulaient à l'état libre. Et on trouve dans la littérature du XVIe siècle et encore dans la littérature baroque du début du XVIIe siècle beaucoup d'allusions à ces personnages de fous qui distrayaient le public. Il y en avait même qui étaient célèbres, il y en avait qui écrivaient des livres. Au début du XVIIe siècle, quelqu'un qui signait le comte de Permission et qui était un fou célèbre, protégé par les plus grandes familles françaises, vivant à leur crochet, a publié des œuvres qui sont des œuvres de délire, n'est-ce pas ?
Voilà, Brigitte Fontaine, donc pour ceux qui ne l'auraient pas reconnue, Brigitte Fontaine qui vient ponctuer une émission sur la folie chez Michel Foucault dont on a entendu de nouveau la voix. On va l'entendre encore avant la fin de cette émission, c'est-à-dire également la fin de cette semaine, d'une semaine qui lui est tout entière consacrée par les nouveaux chemins de la connaissance. Et Guillaume Leblanc, qui à cet égard est notre invité. Guillaume Leblanc, est-ce qu'on peut... on a entendu Foucault parler du neveu de Rameau. La suite du texte qu'on n'a pas enregistré conclut sur, enfin le texte conclut sur une filiation directe entre le neveu de Rameau et la figure d'Antonin Artaud. Alors d'abord, pourquoi une telle filiation chez Foucault et que signifie-t-elle? Quel est le sens de cette généalogie, mais alors cette fois-ci au sens, j'allais dire, familial du terme, hein. Dans quelle mesure Diderot serait-il l'aïeul d'Antonin Artaud? Alors ça, c'est vraiment un point, je crois, très important. Je crois que c'est un des points les plus capitaux de l'histoire de la folie, parce que on a des passages qui sont assez développés sur, par exemple, Andromaque de Racine, sur le neveu de Rameau de Diderot, et puis on a comme ça quelques auteurs en constellation errante, un petit peu, comme Artaud, Hölderlin, Nietzsche, Nerval, qui reviennent presque par liste de signifiants, ponctuer le texte. Et là, Foucault parle de l'insistance d'une question. Voilà. Et là, dans ce passage-là, Foucault nous montre que le neveu de Rameau est, au fond, l'aïeul de toute cette lignée-là, de cette lignée de fous errants, hein, qui écrivent au bord de la folie, dont Artaud. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi au fond, quel est le point commun? Alors là, je crois qu'il y a quelque chose de très important. Je dirais que pour le comprendre très rapidement, il faut revenir juste un tout petit peu en amont avec le texte de Descartes, le fameux texte sur Descartes, sur la première méditation métaphysique, voilà, le fameux « mais quoi, ce sont des fous ». Ce sont des fous et je serais plus insensé qu'eux encore, etc. Si je me comparais à ces extravagances. Voilà. Et bon, on se souvient que Foucault a montré comment l'expérience classique de la raison supposait un partage entre raison et déraison, un partage absolu. C'est ce partage absolu de la raison et de la déraison que vient contredire le texte littéraire de Diderot en renouant avec une expérience tragique de la déraison comme ce fond originaire premier d'où va émerger la raison qui va émerger à la fois grâce à la déraison, mais en même temps en occultant la déraison. Et dans cette espèce de retournement donc, de la déraison par rapport à la raison que Foucault analyse dans le neveu de Rameau, il y a justement un dynamitage de la raison par la folie. Un dynamitage effectivement, un retour à la porosité de la raison et de la déraison, un retour à l'inquiétante étrangeté que la déraison produit dans la raison. Et la raison étant dans l'obligation, en quelque sorte, de se retourner en permanence vers une déraison qui l'excède, à tous les sens du terme. Et ça, c'est ce que Diderot, selon Foucault, fait revenir dans l'histoire littéraire de la folie. Autrement dit, Diderot inaugure une nouvelle relation à la déraison qui avait été recouverte par l'âge classique. C'est cette relation tragique qui remonte au Moyen-Âge que l'âge classique avait recouverte. Diderot inaugure une nouvelle relation à la déraison, et c'est cette nouvelle relation, cette nouvelle expérience de la déraison, en quelque sorte, qui fait vaciller la raison, que va retrouver notamment Antonin Artaud, dans un geste qui consiste effectivement à faire totalement rejouer la déstabilisation originaire du partage qui avait été conquis en quelque sorte de façon lumineuse par l'expérience classique. Pour l'anecdote, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'ils se servent de Diderot pour revenir sur un tel partage. Il se sert de celui qu'on tient par excellence pour le philosophe des Lumières. Oui, et il prend je crois qu'il a un jeu très, très, très amusant avec ce philosophe des Lumières, parce qu'en même temps, il ne prend pas n'importe quel texte de Diderot, il prend le neveu de Rameau, qui est un dialogue entre moi et lui. Moi, le philosophe, effectivement, et lui, le neveu de Rameau, donc une espèce de bohémien qui, joueur d'échecs à 16 heures, errant dans Paris, etc. Et c'est cette figure-là qui vient déstabiliser complètement la figure du philosophe des Lumières. Et c'est cette figure de l'errant qui va, je crois, faire renouveler complètement l'expérience de la déraison, lui redonner un rôle positif,
Et c'est cela que va reprendre Artaud, mais que reprendront aussi à leur manière Hölderlin, Nietzsche, Nerval, tous les autres, au fond, dans lesquels s'inscrit Foucault. Il faut quand même rappeler, hein, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, que dans Le Neveu de Rameau, il y a un dialogue entre le philosophe et lui-même, c'est-à-dire entre Monsieur Moi et Monsieur Lui. Monsieur Moi étant le porte-parole d'une certaine rationalité, rationalité à laquelle Monsieur Lui, c'est-à-dire le neveu de Rameau, porte les objections les plus dirimantes, les plus violentes. Il faut imaginer un instant que dans la première Moi et lui, c'est la même personne. Dans la première méditation de Descartes, il faut imaginer qu'au moment où Descartes dit « mais quoi, ce sont des fous ?» on est quelqu'un qui intervienne et qui dit et qui répond aux philosophes, mais au fond, qu'est-ce que c'est que ce fou, etc. Il faut imaginer donc qu'il y a une espèce de vacillement du coup de moi philosophe par lui, le fou, etc. Et ça, c'est un tour que Foucault voit dans Diderot, et il fait de Diderot un anti-cartésien de ce point de vue, qui inaugure une nouvelle expérience de la folie, à condition quand même, il le précise dans le texte, qu'on puisse redécouvrir ce qui a été recouvert par la médicalisation de la folie. C'est-à-dire que aussi fou que le fou, quoique différemment, est celui qui ignore sa propre folie. Exactement. Ça, c'est même ce qui ouvrait cette préface de 61 avec cette référence à Pascal. On cite toujours Nietzsche, Hölderlin, Nerval, etc. Il y a une autre filiation qui va de Pascal à Diderot et qui est comme une espèce de filiation sceptique qui parcourt aussi le livre L'Histoire de la folie. Parce que l'Histoire de la folie, ce qui est grand dans ce texte, c'est que c'est au fond également peut-être un travail de scepticisme à l'égard de ce qu'est la raison et de l'assignation de la folie à la déraison. Alors, cela dit, Guillaume Leblanc, et c'est une question d'ailleurs, on va en venir à Artaud plus précisément et Roussel, Raymond Roussel, qui doit en un sens sa postérité à Michel Foucault d'ailleurs, on va revenir dessus. Avant cela, est-ce qu'il n'y a pas sinon une contradiction, au moins une tension permanente dans l'histoire de la folie entre l'extrême, l'extraordinaire pureté stylistique et classique de la forme et l'objet qu'une telle forme se donne, enfin la chose qu'une telle forme se donne pour objet. C'est une question, Guillaume Leblanc, qui engage, pardonnez-moi d'être indiscret, votre propre travail. Moi qui l'ai un peu parcouru, c'est vrai, vous avez une certaine prédilection pour les philosophes de la mobilité ou de la labilité. Canguilhem, Nietzsche, Foucault, vous pensez à partir de philosophes, disons d'une philosophie dont le sol est pour le moins meuble, mobile. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire sur ce sol meuble de la philosophie ? C'est-à-dire une fois qu'on a renoncé à des partages absolus, notamment celui de la raison et de la déraison, comment construire quelque chose là-dessus sans verser dans un classicisme extrême qui semble contredire finalement l'ambition de l'histoire de la folie? Est-ce qu'au fond, le problème de Foucault, c'est qu'il n'est pas lui-même loin d'être fou? Alors c'est une très belle question, hein. Je crois que ce qu'on peut essayer de construire, en tout cas moi, c'est ce que j'essaie de construire. Mais je crois qu'effectivement là, je me situe dans une lignée que vous venez de rappeler à juste titre. Ce sont quelque chose comme des expériences, parce que au fond, traverser les partages, essayer d'établir des déliaisons dans les ordres des discours, je crois que ça... remettre du bordel dans la philosophie. Voilà, remettre du bordel dans la philosophie, exactement. La faire sortir un peu de son sillon, la rendre un peu exorbitée, au sens strict du terme. Je crois que ça a un sens. Bon, c'est très drôle de faire ça, mais je crois que le sens véritable, c'est de pouvoir retracer des expériences qui sont toujours justement à l'intérieur des discours, mais qu'aucun discours n'a la possibilité de capturer totalement. Et je dirais que ce que Foucault fait à partir de la folie, c'est d'essayer de ressaisir quelque chose quand même comme une expérience de la folie. Et en ce sens, pour qu'il y ait expérience, il faut aussi qu'il y ait de la contingence. Et je crois que le grand art de Foucault, de ce point de vue, c'est d'avoir proposé, malgré les apparences, une philosophie de la contingence. Je crois que c'est un grand penseur de la contingence. Alors on a toujours dit c'est Sartre la contingence, c'est pas Foucault. Je crois que Foucault, à sa manière, explore la question de la contingence, c'est-à-dire la question de la possibilité de l'expérience. Qu'est-ce qu'on peut faire au juste de la folie? Qu'est-ce qu'on peut faire au juste de la sexualité? Pour ma part, c'est la question de la contingence aussi, en un certain
certain sens. Qu'est-ce qu'on peut faire au juste de l'expérience de la précarité, par exemple? Oui, vous avez travaillé sur la précarité, vous travaillez sur l'étrangeté, ça n'est pas Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire au juste de l'expérience d'être désigné étranger? Comment est-ce que ces expériences peuvent avoir un autre statut que leur simple désignation négative? Et c'est ça que Foucault essaie de penser dans l'histoire de la folie. Il essaie au fond, de désassigner la folie à sa désignation négative, qui verrait en elle bruit, fureur et tremblement. Et il essaie de voir dans la folie quelque chose comme une structure, une expérience tragique. C'est ce qui ouvre le livre, au début de la préface de 61. Encore une fois, Guillaume Leblanc, à l'image du neveu de Rameau qui dynamite la maison Cossu, ou qui met le souk dans la maison Cossu où il est reçu, où il est payé pour être le fou, justement, et qui rend fou tout le monde, et que ça rend fou d'ailleurs lui-même d'être... qui devient fou de rage d'avoir été viré. À l'image du neveu de Rameau, est-ce que la folie ne joue pas un drôle de tour à la raison, en invitant la raison à tenir la folie, non pas pour un autre qu'elle maîtrise, c'est-à-dire la déraison, mais finalement un autre qu'elle ne maîtrise pas? Est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, comme le secret de cette œuvre, le travail souterrain d'une folie qui dicterait ses conditions à la raison chez Michel Foucault? Oui, en tout cas, je crois que Foucault se laisse emporté par une expérience qu'il ne cherche pas à capturer totalement. Et c'est pourquoi ce passage sur le neveu de Rameau est si important. Il y a presque quelque chose de pervers, entre guillemets, chez Foucault dans ce passage. Quand on sait le traitement qu'en a fait Hegel, par exemple, dans la phénoménologie de l'esprit, qui reprend le neveu de Rameau, mais qui voit dans le neveu de Rameau, en quelque sorte, la mise sous tutelle de la déraison par la raison, au nom d'une dialectique de l'esprit, que justement Foucault s'emploie à déconstruire dans son propre texte, pour montrer que cette espèce de potentialité à vif du négatif de la déraison qui vient abîmer les cadres de la raison. Et c'est pourquoi je crois qu'il y a une espèce de constellation souterraine dans l'histoire de la folie entre Foucault et Diderot. Je dirais que l'histoire de la folie, c'est presque un dialogue de ce point de vue entre le neveu de Rameau et Foucault lui-même. Plutôt Diderot que Hegel, plutôt Nietzsche que Exactement. Descartes, Guillaume Leblanc. On va continuer justement sur ce terrain-là. On a parlé d'Artaud. On va entendre, on s'est amusé, avec Nathalie Salle, à mettre en canon le début de Centre-Mère et Patron Minet. C'est Jean-Louis Jacopin, donc la triple voix de Jean-Louis Jacopin qui lit ce texte. Et puis, juste avant, on va entendre de nouveau Michel Foucault revenir sur son histoire de la folie. Écoutez. Je crois justement que l'expérience tragique de la folie est tout à fait caractéristique du théâtre du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Enfin, la folie chez Shakespeare est quelque chose de tout à fait capital. L'intéressant, c'est justement qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, en somme avec Andromaque, on a la dernière tragédie classique qui parle encore de la folie. Et à partir de 1650, on peut dire, je crois, que la folie et la raison sont séparées dans les choses, sont séparées dans les hommes. Les hommes qui sont fous n'ont plus le droit de faire partie de la société. Et au moment où se fait ce partage, où la dissociation entre l'expérience de la déraison et l'expérience de la raison est définitivement sanctionnée, à partir de ce moment-là, la folie n'apparaît plus que comme une chose dont la raison va pouvoir s'emparer et sur laquelle la raison pourra spéculer comme sur un objet scientifique, et la psychiatrie devient possible. Long d'une dent avariée qu'on a fait tourner en bourrique autour du clou de son piquet. La dent est grise, le plomb est lourd, le poil de la bête est tapin épais. Car rien comme un âne en effet pour caracoler sans bénéfice. La dent est grise. Chatte, mythe et patron miné sont les deux vocables salauds que père et mère ont inventés pour lui mettre la panse en haut. Or, celui qui s'était inventé lui-même
lui-même ne l'a pas compris assez tôt. Le centre-mère n'était nulle part, quand les chattes ne cessaient pas de l'introduire, comme une clé partout, ni trop, ni facilité, la viscosité du crime épais, par goût de la viscosité, pour jouir de lui au plus gros. Qu'est-ce que ça peut te faire après tout? Qu'est-ce que ça peut te faire après tout, puisque nous sommes satisfaits? Mais celui qui s'était inventé lui-même connaissait le point d'escargot où rien ne va plus quand tout mène depuis toujours au même trou, non dans la terre ou dans le loup, dans le chat ou dans le toutou. Ramené à cette destruction de soi qui est aussi bien son hasard de naissance, le langage aléatoire et nécessaire de Raymond Roussel dessine une figure étrange. Comme tout langage littéraire, il est destruction violente du ressassement quotidien, mais il se maintient indéfiniment dans le geste hiératique de ce meurtre. Comme le langage quotidien, il répète sans trêve. Mais cette répétition n'a pas pour sens de recueillir et de continuer. Elle garde ce qu'elle répète dans l'abolition d'un silence qui projette un écho nécessairement inaudible. Le langage de Roussel s'ouvre d'entrée de jeu au déjà dit qu'il accueille sous la forme la plus déréglée du hasard. Non pas pour dire mieux ce qui s'y trouve dit, mais pour en soumettre la forme au second aléa d'une destruction explosive et de ces morceaux épars, inertes, informes, faire naître, en les laissant en place, la plus inouïe des significations. Guillaume Leblanc, pourquoi Michel Foucault fait-il si grand cas de l'œuvre de Raymond Roussel? Je pense qu'effectivement, il lui consacre un livre entier, et il est vrai qu'avant lui, peu s'y sont intéressés. Il y a eu les surréalistes un petit peu, hein, mais c'est vraiment lui qui le met en avant. Je crois qu'il était fasciné par le surgissement de la fiction chez Roussel, c'est-à-dire, au fond, il voit dans la machine littéraire Roussel quelque chose comme l'expérience même de la fiction. Et une fiction, ce n'est pas nécessairement une hallucination mystérieuse dans un quelconque au-delà du quotidien. C'est justement, comme il le dit dans cet extrait, c'est quelque chose qui naît du ressassement du quotidien, d'une répétition. Donc ce que Foucault voit dans Roussel, c'est la possibilité, la construction d'un espace de fiction à même ce qui pourrait se donner comme son envers, qui est le quotidien. Et c'est ça qui, je crois, fascine Foucault, comment la littérature peut produire de la fiction. Et c'est pourquoi d'ailleurs il va conserver à la littérature un statut éminent, hein, comme productrice de fiction. Et transfiguratrice d'une réalité qu'elle permet d'assumer de cette façon. C'est ce qu'on disait hier avec Fabienne Brugère quand il parle de Baudelaire. Oui, alors avec Baudelaire, effectivement, il y a de la transfiguration, c'est le mode d'être d'Andy, etc. Avec Roussel, ce serait plutôt quelque chose comme une expérience radicale du pouvoir du langage sur le langage lui-même. Comment le langage, en prenant comme objet le langage lui-même, crée un espace littéraire. Et donc comment il s'autonomise par rapport justement au monde quotidien. Ce qui donnera, hein, dans Les mots et les choses, toute cette expérience de ce qu'il appellera l'être du langage. Parce qu'il ne faut pas oublier que Les mots et les choses se terminent justement sur, vous y avez fait référence, sur la disparition de la figure de l'homme et sur l'apparition d'une nouvelle figure qui est celle de l'être du langage. Cet être du langage qui a été justement l'expérience même de la nouvelle littérature, du nouveau roman, c'est-à-dire de toute une série d'écrivains qui ont cherché à faire du langage l'expérience littéraire, l'objet même de l'expérience littéraire. Et c'est ça qu'il trouve dans Roussel. Cet obsédé que fut médicalement Roussel, cet obsédé du langage, de l'identité et du double, a construit un prodigieux labyrinthe de glace où les choses sont prises, reflétées, répétées, esquivées, dédoublées, cachées et montrées par les mots qui sont leurs miroirs. Et dans ce jeu le plus simple, mais doué d'un extraordinaire pouvoir de vertige, la perception méticuleuse du réel et le vagabondage astral de l'imaginaire sont l'un et l'autre indissociablement captifs. Par le jeu de l'identique et de la répétition, du même et du double, le langage est capable de tout cela à la fois.
De la simple coquille du mot peut jaillir une déflagration qui, en un seul éclair, nous donne la couleur réelle et modeste des choses et la grande lumière du rêve. C'est à cette déflagration en son point d'origine, en son aurore pure, que Roussel, de sa voix insistante, nous a conviés. Il ne fut pas écouté. Son dernier livre, pourtant, écrit en 1928, après toutes les œuvres descriptives et après toutes les œuvres à procéder, disait bien ce que toutes elles voulaient dire. C'est une sorte de dictionnaire en 4 chants et en vers, bien sûr, où le langage apparaît dans son pouvoir de superposer les choses ou de les faire éclater, de les couper d'un geste meurtrier ou de les rapprocher dans un ciel impossible. Le langage, à lui tout seul, et dans ce qu'il a de plus simple, apparaît chargé de cette fonction souveraine, nocturne, d'accouplement et de destruction, d'incantation du hasard, du rire muet, que les surréalistes prêtaient aux puissances, mal nommées sans doute, de l'inconscient. Mais ce langage tout de noir vêtu n'est pas autre chose que celui clair qui fait naître les choses, leur lumière, et la grande plage illuminée sous le regard. Un grand merci Guillaume Leblanc, avec vous s'achève cette semaine sur Michel Foucault dans les nouveaux chemins de la connaissance. Je signale, la pensée Foucault, c'est chez Ellipse et c'est de vous. Et je signale également, je rappelle l'existence du livre de Mathieu Pot-Bonneville, Michel Foucault, L'inquiétude de l'histoire, un livre dont l'excellent chapitre sur la folie a dicté les questions du jour. Dans le ciel de ma fenêtre ouverte, et je danse et je lance un appel aux archanges de l'amour. Un autre rappel bibliographique, l'anthologie de Michel Foucault sous la direction de Frédéric Gros et Arnold Davidson. Alors là, pour le coup, on s'en est servi vraiment toute la semaine. C'est une anthologie remarquable qui n'a pas peur de laisser des textes un peu longs. C'est en folio-essai et je vous la recommande vivement. Dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vinaigrette, et les oubliettes au fond de la cour. La terre passe au ciel, tête en l'air, amoureux. 10h50 sur France Culture, c'est l'heure joyeuse de retrouver le journal des nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. On quitte Michel Foucault, mais on reste dans la folie avec vous aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir justement avec ce livre qui n'est pas du tout fou, mais qui est écrit un peu comme un rêve, ou en tout cas qui a la même absence de cohérence, de logique qu'un rêve, mais qui est en réalité un livre qui propose une réflexion très fine sur le réel, justement, sur le réel et l'existence humaine et l'écriture. Alors ce livre, c'est un roman au très beau titre, La brève attaque du vif, qu'on trouve chez Gallimard dans la collection L'Infini, et dont l'auteur, François Méroni, est avec nous pour en parler aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour. Méroni.
partons du titre, si vous le voulez bien, puisque ce titre, en plus d'être très beau, donc Brève attaque du vif, fait écho à la scène d'ouverture de ce livre, où le narrateur, qui se trouve face à la statue de Balzac, statue qu'on voit à Paris au carrefour Vavin, est saisi finalement d'une expérience qui semble être celle de la mort qui vient le chercher. Et le narrateur va parvenir à résister à la mort. Donc ça, on ne va pas tout révéler. Mais en tout cas, de cette confrontation avec la mort va naître toute cette expérience qui prend la forme d'un voyage, peut-être initiatique, en tout cas, c'est ce que vous disiez, orphéique, dont il ne ressort pas vraiment. Oui, c'est ce que j'appelle le vif, c'est précisément cette traversée qui permet d'atteindre ce que j'appelle la vie vivante, et qui n'est pas la vie dans laquelle on est plongé spontanément, c'est la vie courante. Et ça se passe au départ, effectivement, par un rapt, en quelque sorte, par un ravissement, carrefour Vavin, où le narrateur est saisi, en quelque sorte. Et à partir de ce saisissement, de ce raptus, il y a une traversée où le diable va le diriger dans le monde le conduire dans le monde des morts. Et voilà, c'est un voyage orphique, on pourrait dire que c'est un livre gnostique dans un sens. Ce que je recherche à travers ce voyage dans les ténèbres, c'est une forme de sauf. Donc, de sauf, dans sain et sauf. Oui, en fait, voilà. Ouais. Donc ce qui est en jeu, c'est comme dans la gnose, un savoir qui sauverait, en quelque sorte. Voilà. Alors c'est intéressant parce que vous dites que vous recherchez ce sauf, mais tout ce voyage, tout ce livre est précisément complètement indépendant de toute forme de structure, de pilier, de soutien. On a l'impression sans arrêt que le narrateur est renvoyé d'un lieu à l'autre. On passe d'un lieu à l'autre sans transition. Il rencontre des personnages qui lui demandent de le suivre, qui s'expriment uniquement sous forme d'injonction. Ce narrateur est complètement passif et il n'y a aucun lien. On a l'impression qu'il ne peut compter sur rien, que le sol se dérobe sous ses pieds et qu'il est juste en proie face à sa liberté, en fait, une liberté absolue dont il ne sait quoi faire. Et c'est une expérience, en fait, c'est pas un discours. Donc à partir du moment où cette expérience se déploie, il subit effectivement un certain nombre de choses, mais à chaque fois, ce qui se présente à lui, ce sont des occasions de traverser sa propre mort pour rejoindre précisément le sauf. Et donc, c'est pas du tout une ratiocination. Mais curieusement, cette expérience a une forme de logique qui n'est pas une logique discursive. C'est-à-dire que dès le début, il a traversé le mur. C'est-à-dire un seau a été crevé, comme un satori en quelque sorte. Et le livre raconte ce qui se passe après le satori. C'est-à-dire, elle fait le récit de quelque chose qui, a priori, ne devrait pas faire récit, à savoir un ravissement et en même temps une traversée du mur. Oui, c'est ça, une traversée du mur, et c'est ce qu'écrit le narrateur dès le début. Il dit « Pendant un certain temps, j'ai disparu, je suis passé de l'autre côté. Voilà. » Et là, on en revient à ce que vous disiez du vif. Oui. L'autre côté, le vif, c'est finalement cette existence en deçà ou en dessous de l'existence ordinaire. C'est peut-être, alors je ne sais pas si vous accepteriez ce terme, mais l'essence de la vie, telle qu'on ne la vit pas ordinairement, mais telle qui nous constitue en fait, qui est là et dont on a du mal à faire l'expérience. Oui, c'est une vie vivante avec laquelle il est très difficile de coexister, en quelque sorte, de coïncider sans mourir. Et elle suppose, si on marche vers elle, de risquer effectivement une expérience qui implique celle de la folie d'une certaine façon. Et je pense, moi, comme beaucoup d'autres écrivains avant moi, que la littérature a un rapport avec la folie, mais elle ne doit pas être fascinée, subjuguée par la folie. Elle doit la traverser. C'est-à-dire que si on ne traverse pas la folie, on produit tout banalement un symptôme, ce qui n'est pas très intéressant. Et là, la psychiatrie est faite pour vous enrégimenter et réduire votre différence. Pour moi, une œuvre littéraire, au sens où je l'entends, elle suppose un langage qui serait capable de traverser la folie. Et c'est d'ailleurs ce que le narrateur dit lui-même, puisqu'il a toute une réflexion sur l'écriture. Le narrateur se décrit écrivant, il décrit cette recherche de mots, cette quête de mots qu'il ne parvient pas à trouver. Il y a une mise en abîme de l'écriture elle-même, avec cette scène assez amusante où il se retrouve dans le bureau de Philippe Solers lui-même. Oui.
qui a donc un clin d'œil qu'il présente comme étant son éditeur. Oui, ce qui est d'ailleurs vrai dans la réalité. Voilà, n'est-ce pas? Donc on a donc d'un côté Philippe Solers et de l'autre côté on a Balzac aussi, la statue de Balzac. Oui. Donc il y a deux figures de l'écriture complètement différentes, mais qui montrent que la réflexion sur l'écriture est indissociablement liée à cette quête de liberté, à cette quête de vie authentique. Alors je ne sais pas une fois de plus si on peut parler de vie authentique. Oui, non, moi je ne parlerai pas de vie authentique, mais c'est effectivement une vie très peu logeable finalement. C'est une vie dans laquelle on peut comment dirais-je, c'est une expérience qui permet de rejoindre la vie vivante, mais on ne peut le faire que par éclair, d'où le titre Brève attaque du vif. Et le propre de ce livre, c'est d'essayer, je dis au tout début, de saluer le vide. C'est de se faire un corps qui puisse saluer le vide et donc assumer cette expérience sans disparaître, sans se dissoudre. Et donc accepter le néant, ce que vous nommez la néantise. Voilà, oui. C'est qu'il y a une expérience, le ravissement au départ qui saisit le narrateur a un rapport avec une rencontre du néant, hein, qui n'est pas forcément quelque chose de négatif ou de malencontreux. Ça peut être une très bonne rencontre si on sait se tourner vers lui d'une certaine manière. Et mon livre raconte comment se tourner vers le néant d'une certaine façon afin qu'il ne vous détruise pas, mais au contraire vous donne un accès au sauf qui n'a rien de salutaire au sens banal du terme, au sens d'une théodicée ou au sens de quelque chose de rassurant. C'est pas un oreiller, le néant. Voilà. Non, comment accepter le néant, quand bien même c'est le néant lui-même qui nous attaque, puisque j'insiste là-dessus, le narrateur, tout au long du roman, est finalement victime de tout ce qui lui arrive. Et à quoi moment il ne prend l'initiative de faire quelque chose, il est toujours passif. D'où le titre, je pense, la brève attaque du vif. C'est pas anodin. Oui, c'est quelque chose qui vous saisit, c'est pas quelque chose qu'un sujet déciderait d'accomplir. C'est ça, merci beaucoup. Ça suppose une désubjectivation, voilà. Merci beaucoup François Méronis. Le titre de votre livre, c'est Brève attaque du vif. On trouve ça chez Gallimard dans la collection L'Infini. Et l'altérité maintenant, peut-être, pour terminer cette émission. L'altérité, l'identité, oui, c'est en tout cas un livre sur l'immunologie et la philosophie qu'on trouve aux éditions Odile Jacob et qui s'interroge sur la part qu'il faut accorder à la biologie dans la constitution de l'identité. Alors on entend beaucoup dire que chacun de nous est unique en raison de ses gènes, que nos caractéristiques psychologiques s'expliquent par notre code génétique. Eh bien, contre ces affirmations, ce livre se demande si, à l'inverse, la biologie actuelle ne nous donne pas à voir le contraire d'un repli des identités et si l'immunologie elle-même ne nous suggère pas qu'être soi consiste toujours à intégrer l'autre. Alors, l'intérêt de ce livre, c'est qu'il est écrit à 4 mains. 2 mains scientifiques, celle du médecin Edgardo Carosella, et les 2 mains philosophiques sont celles de Thomas Pradeux. Alors, en 7 chapitres, qui suis-je? Sommes-nous programmés? Chacun de nous est-il unique? Ces 2 auteurs nous démontrent de manière très convaincante que l'identité n'est pas une, mais plurielle, et que c'est en incorporant l'autre et le monde que l'on construit sa propre identité. C'est donc l'identité, la part de l'autre, immunologie et philosophie. On trouve ça aux éditions Odile Jacob. À bon entendeur, rendons la folie à sa nuit et ne la réduisons pas à l'ombre de la raison. Merci Adèle et merci à toutes. Mathilde Unger, Camille Lugan, Nathalie Salle, Solène Saller, Avril Ventura et Geneviève Méric. Merci aussi à Jean-Louis Jacopin, dont la voix chaleureuse nous a accompagnés toute la semaine. Merci enfin à nos invités, Mathieu Pot-Bonneville, Jean-François Berthe, Ferrat Tellan, Judith Revel, Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc. Rendez-vous sur notre site internet pour y trouver une foule de renseignements à peu près indispensables à la découverte ou la redécouverte de la pensée de Michel Foucault, le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance où vous pourrez également télécharger toutes les émissions de la semaine. La semaine prochaine, c'est de nostalgie qu'on parlera dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ne nous demandez pas pourquoi, c'est toujours au hasard qu'on choisit les sujets. De nostalgie, donc, Plotin, Jankélévitch, Kundera, Stéphane Zweig nous promèneront successivement là où il ne faut pas retourner, sous peine d'ajouter à la douleur de la perte celle de découvrir que ce qu'on a perdu n'existe pas et qu'à cet égard, il est perdu 2 fois. 10h59 sur France Culture. Dans un instant, question d'époque.